Israël frappé, 700 missiles Fatah 1 déjouant le dôme de fer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker et de partager cette vidéo pour soutenir la diffusion de la vérité. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit militaire. C'est un moment historique, un tournant dans l'équilibre des puissances. Dans la nuit du 21 juin, le ciel du Proche-Orient s'est embrasé. Les sirènes d'alerte ont hurlé à travers Tel Aviv, Haïfa et Ashdod. Les habitants se sont précipités dans les abris, leurs visages baignés par les éclats lumineux de centaines de projectiles. Une pluie de feu, dense, précise, implacable, s'est abattue sur Israël. Ce n'était pas une attaque ordinaire, c'était un séisme stratégique, une démonstration de force sans précédent. 700 missiles balistiques Fatah 1, issus de la dernière technologie iranienne, ont été lancés en une seule salve coordonnée. C'est la première fois depuis la création d'Israël en 1948 qu'une telle attaque atteint un tel niveau d'intensité. Une frappe calculée, millimétrée, visant à tester et à briser la prétendue invulnérabilité du dôme de fer. Ce système de défense israélien, souvent présenté comme un bouclier impénétrable, a été submergé, pris de vitesse, contourné. Le mythe technologique a vacillé. L'hégémonie sécuritaire d'Israël a tremblé. Ce que le monde a vu, c'est le début d'une nouvelle ère, où même les puissants peuvent saigner. Dans un climat de tension extrême, l'attaque a été minutieusement planifiée pendant des mois, mêlant stratégie militaire et coordination politique. Les cerveaux derrière l'opération se trouvent dans les hautes sphères de l'Iran, alliés à des groupes comme le Hezbollah et à certaines factions de Gaza. Leur objectif n'était pas seulement de frapper Israël, mais de renverser la donne stratégique en prouvant que même les défenses les plus sophistiquées pouvaient être contournées. Les décideurs ont ainsi opté pour une attaque par saturation, exploitant une faille majeure dans le système défensif israélien. Les missiles Fatah 1, au cœur de cette offensive, représentent une avancée technologique significative. Développés dans le plus grand secret, ces projectiles disposent d'une portée étendue et d'une vitesse hypersonique, rendant toute interception extrêmement difficile. Leur technologie de guidage de dernière génération permet une précision d'impact quasi chirurgicale, même lorsqu'ils sont lancés en masse. Chaque missile est conçu pour suivre une trajectoire imprévisible, échappant au radar conventionnel et exploitant le moindre intervalle de faiblesse dans le système de défense. La coordination de l'attaque a été orchestrée avec une précision quasi chirurgicale où chaque seconde comptait. Les groupes d'attaque israéliens n'étaient pas isolés, mais interdépendants. L'Iran, jouant le rôle de maître d'orchestre, a synchronisé le lancement de ces missiles avec l'aide opérationnelle du Hezbollah, dont les réseaux logistiques et informatiques ont permis de brouiller les signaux et de perturber les systèmes d'alerte israéliens. Parallèlement, certaines factions de Gaza, habituées aux opérations de guérilla, ont collaboré en fournissant des renseignements de terrain et en perturbant les lignes de communication de l'ennemi. Cette synergie a permis de créer une attaque fulgurante, où aucune coordination n'a laissé la place à l'improvisation. Les premières minutes ont été décisives. Alors que le crépuscule cédait place à la nuit, le ciel au-dessus des grandes villes israéliennes s'est soudainement illuminé d'un balai infernal. Tel Aviv, Haïfa et Bir Sheva ont été les premières cibles, frappées de manière synchronisée. Tandis que les missiles traçaient leur course meurtrière dans l'obscurité, les systèmes de détection se sont retrouvés submergés par le volume et la rapidité des frappes. Chaque seconde était une lutte contre le temps, un jeu macabre où la précision des calculs militaires se confrontait aux imprévus d'un environnement en flammes. Les habitants, plongés dans l'angoisse la plus totale, ont vécu en quelques minutes une terreur indicible. Dans les rues désertes,
la panique s'est emparée de chacun. Les abris anti-aériens, préparés pour des alertes moins coordonnées, sont devenus des refuges de fortune face à une pluie de projectiles implacables. Les témoignages recueillis par les médias locaux décrivent des scènes de chaos. Des familles se précipitant pour se protéger, les regards perdus et effrayés, le son des explosions qui résonnait comme un avertissement funeste. Dans l'obscurité, l'attaque a surpris la population, qui n'avait jamais imaginé que des missiles d'une telle envergure puissent être dirigés avec autant de précision. Au cœur de cette stratégie parfaitement orchestrée, l'aspect humain n'a pas été oublié. Les responsables de l'opération ont voulu marquer les esprits, tant en interne qu'à l'extérieur, en envoyant un message clair. La défense invincible d'Israël n'est plus une certitude. En exploitant non seulement des atouts technologiques, mais également des failles humaines dans le système de commandement et de réaction, les organisateurs de l'attaque ont montré que la confrontation ne relevait pas uniquement d'un affrontement d'armes, mais aussi d'un duel d'intelligence et d'innovation tactique. Cette attaque surprise, pensée dans les moindres détails, s'inscrit dans la continuité d'une stratégie plus large visant à remodeler l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Les planificateurs ne cherchaient pas seulement la destruction matérielle, mais surtout à semer le doute dans les esprits. La conviction que même le mythe d'un système de défense infaillible pouvait être terrassé par une stratégie bien huilée et une technologie à la pointe. Dans ces minutes qui ont suivi le lancement, la guerre psychologique a pris le pas sur la confrontation physique, déclenchant une onde de choc dont les répercussions se feront sentir bien au-delà du champ de bataille. Le dôme de fer débordé, une légende écroulée. Depuis sa mise en service en 2011, le dôme de fer s'est imposé comme un symbole de la puissance technologique d'Israël. Ce système de défense antimissile développé par la société Rafael Advanced Defense Systems avec l'aide des États-Unis a longtemps été vanté pour sa capacité à intercepter les menaces aériennes à courte portée. Lors des conflits précédents, en 2012, 2014 et 2021, il avait démontré une efficacité impressionnante, parvenant à intercepter entre 80% et 90% des roquettes tirées depuis Gaza. Ce succès répété a nourri un sentiment de sécurité et un mythe d'invulnérabilité. Le fonctionnement du dôme de fer repose sur un maillage complexe de radars, de calculateurs balistiques et de missiles intercepteurs. À chaque détection de projectile, le système calcule sa trajectoire en quelques secondes. Si la cible menace une zone habitée, un missile Tamir est lancé pour la neutraliser. Chaque unité peut gérer plusieurs interceptions simultanées. Le système repose toutefois sur un postulat. Un nombre limité de missiles entrants, à des vitesses conventionnelles, avec des trajectoires prévisibles. Mais le 21 juin, ce postulat a volé en éclats. Le missile Fatah 1 a été conçu pour exploiter précisément les limites du dôme de fer. Hypersonique, il atteint des vitesses dépassant Mach 5, soit plus de 6000 km/h, rendant l'interception extrêmement complexe. Sa technologie furtive réduit sa signature radar, rendant sa détection tardive, parfois à quelques secondes de l'impact. Surtout, ses trajectoires sont irrégulières et imprévisibles. Les Fatah 1 changent de cap en vol, simulent des angles de chute et utilisent des leurres électroniques semant la confusion dans les calculateurs israéliens. Ce n'est pas seulement la puissance du missile qui a surpris les opérateurs israéliens, mais la tactique d'attaque par saturation. En lançant 700 projectiles de manière coordonnée et en quelques minutes seulement, les assaillants ont provoqué un effondrement du système. Le dôme de fer n'est pas conçu pour intercepter plusieurs centaines de cibles simultanément. Il peut gérer des salves limitées, mais face à une pluie de feu continu, il s'est retrouvé impuissant. Certains missiles sont passés inaperçus, d'autres ont été ciblés trop tard,
et plusieurs intercepteurs ont été déployés pour rien, l'heure à la clé. Résultat, des dizaines de frappes ont atteint leur cible. Les témoignages de militaires israéliens sont édifiants. Un commandant anonyme de la défense aérienne aurait déclaré à la presse locale « Nous avons vu les écrans saturés, les alarmes hurlantes, mais rien ne répondait comme prévu. Il y avait trop de cibles, trop vite. Nos batteries ne pouvaient pas suivre. C'était comme essayer d'éteindre une pluie de météores avec un extincteur. » Un autre soldat, interviewé par un journaliste de Channel 2, a affirmé « On nous a toujours dit que le dôme de fer était invincible. Mais cette nuit-là, on a compris qu'on nous avait vendu une illusion. » Ces déclarations brutales ont choqué l'opinion publique israélienne, jusque-là confiante en sa supériorité technologique. Les experts militaires commencent à tirer la sonnette d'alarme. Le général à la retraite Yossi Ben Hanan, ancien directeur de la division technologique de Tsahal, reconnaît une faille systémique. Le dôme de fer est une excellente technologie, mais elle n'a pas évolué à la hauteur des nouvelles menaces. L'hypersonique, la guerre électronique, les attaques massives, tout cela exige une refonte totale. Pour les analystes internationaux, cette attaque révèle une vérité difficile à accepter. Aucun système, aussi avancé soit-il, n'est infaillible. Lors des conflits précédents, comme l'opération Pilier de défense 2012 ou Bordure protectrice 2014, les projectiles tirés étaient essentiellement des roquettes artisanales ou de courte portée. Même en 2021, avec l'escalade des tirs depuis Gaza, le système avait tenu bon. Mais en 2025, c'est une autre catégorie d'armement qui entre en jeu. Le Fatah 1 est un missile balistique à part entière, doté d'une intelligence artificielle embarquée, capable de duper les systèmes les plus sophistiqués. Dès lors, certains observateurs évoquent une crise de crédibilité stratégique. Israël, souvent perçue comme la forteresse la mieux défendue du monde, voit son image ébranlée. Le message envoyé aux ennemis comme aux alliés est clair. La technologie occidentale a ses limites. L'efficacité iranienne dans cette opération marque un basculement dans l'équilibre militaire régional et probablement mondial. Enfin, cette attaque interroge sur la prochaine étape. Si le dôme de fer est désormais vulnérable, quelles alternatives s'offrent à Israël? Les États-Unis accéléreront-ils le déploiement de systèmes comme le Iron Beam, le canon laser antimissile? Ou assistera-t-on à un renforcement des alliances régionales par peur d'un effondrement de la dissuasion israélienne? Ce qui est certain, c'est que le mythe du dôme de fer s'est fissuré. Et dans cette faille, ce ne sont pas seulement des missiles qui sont passés, mais une onde de choc géopolitique. Le ciel d'Israël, autrefois symbole de sécurité, est désormais l'arène d'un affrontement d'un nouveau genre, où la vitesse, la surprise et la stratégie psychologique prennent le pas sur les certitudes technologiques. Le séisme géopolitique. Réaction internationale. L'attaque coordonnée de 700 missiles Fatah 1 sur Israël n'a pas seulement frappé le territoire de l'État hébreu, elle a fait trembler la diplomatie mondiale. Ce n'est pas une guerre régionale comme les autres. C'est un signal, un choc qui dépasse les frontières. En l'espace de quelques heures, les chancelleries occidentales, les puissances émergentes et les acteurs du monde arabe se sont retrouvés face à un dilemme brutal. Que dire, que faire, face à l'humiliation militaire d'un allié stratégique et au triomphe inattendu de l'axe de la résistance? Dès les premières minutes suivant l'attaque, les États-Unis convoquent une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Le secrétaire d'État américain s'adresse aux médias en qualifiant l'attaque de « déclaration de guerre contre la stabilité du Moyen-Orient ». Mais ces mots sonnent creux. L'administration américaine, malgré ses promesses de soutien indéfectible à Israël, est manifestement prise de court. Les services de renseignement ont été surpris par l'ampleur et la précision de l'attaque.
Washington demande à Tel Aviv de faire preuve de retenue, redoutant un embrasement régional incontrôlable. En coulisses, le Pentagone est en alerte maximale, craignant que d'autres alliés soient visés, comme la Jordanie ou les bases américaines en Irak. La Russie, elle, adopte une posture plus ambivalente. Officiellement, Moscou appelle à la désescalade et au dialogue entre les parties. Officieusement, des analystes russes saluent une démonstration de puissance qui affaiblit l'Occident. Les médias proches du Kremlin présentent l'attaque comme une revanche des peuples opprimés et une leçon infligée à la technologie militaire, arrogante, de l'Occident. Le fait que les missiles Fatah 1 aient été développés avec l'appui de technologies venues de Chine et de Russie alimente un sous-entendu stratégique. L'Est avance, l'Ouest recule. La Chine, dans son style habituel, reste prudente mais attentive. Elle appelle à la paix, tout en évitant de condamner l'Iran. Pékin, qui multiplie les partenariats énergétiques avec Téhéran et Riyad, joue un double jeu. Médiateur apparent, mais bénéficiaire silencieux du chaos. Certains experts voient dans cette neutralité bienveillante un calcul froid. Plus l'Occident s'enlise au Moyen-Orient, plus l'axe Pékin-Moscou gagne de l'espace diplomatique. Du côté des pays arabes, le tableau est encore plus contrasté. L'Arabie saoudite, longtemps discrète mais désormais en phase de rapprochement avec l'Iran sous médiation chinoise, garde le silence. Ni condamnation, ni soutien. Une posture qui en dit long. Officiellement, Riyad ne veut pas soutenir une attaque contre un État, mais en coulisses, certains responsables saoudiens saluent un rééquilibrage nécessaire. Le Qatar, qui abrite la chaîne Al Jazeera et entretient des liens historiques avec le Hamas, diffuse en boucle des images de la chute du dôme de fer, avec des titres à peine voilés. L'illusion s'effondre. Un tournant pour la Palestine. L'Égypte, historiquement médiatrice entre Gaza et Israël, exprime sa profonde inquiétude, tout en appelant à la retenue. Mais là encore, aucun mot de soutien clair à Israël. Dans la rue arabe, c'est une toute autre ambiance. À Téhéran, des foules exultent. Les places publiques sont envahies, les drapeaux israéliens piétinés, des feux d'artifice improvisés illuminent la nuit. Les slogans fusent « Mort à Israël », victoire de l'islam. Jérusalem nous appartient. À Damas, des miliciens chiites paradent dans les rues, brandissant des portraits de Soleimani et des missiles en carton symbolisant les Fatah 1. À Beyrouth, des cortèges populaires saluent la plus grande victoire militaire depuis la guerre du Liban. Mais au-delà des discours officiels et des communiqués diplomatiques, ce sont les réseaux sociaux qui racontent le mieux l'onde de choc. En quelques heures, les vidéos deviennent virales. Missiles hypersoniques fendant le ciel en silence, explosions sur Tel Aviv filmées depuis les balcons, soldats israéliens déboussolés, certains en larmes, errant dans les décombres d'une base touchée. Un drone amateur montre un fragment du dôme de fer carbonisé. Une autre séquence montre des colons en fuite sur des routes encombrées, dans un silence de plomb. Des mots reviennent comme un leitmotiv dans les commentaires. Ils ont perdu l'avantage. C'est le début de la fin. L'impact symbolique est immense. En Occident, le sentiment d'embarras est palpable. Depuis des années, le dôme de fer était présenté comme l'exemple suprême de défense efficace. Il était exposé dans les salons d'armement, promus par les lobbies israéliens, vendus à d'autres pays. Aujourd'hui, cette vitrine est brisée. Les experts militaires européens s'interrogent. Si le système israélien a échoué, que dire des défenses de l'OTAN face à une salve hypersonique? Dans les cercles diplomatiques, certains murmurent que l'attaque contre Israël n'est pas seulement un acte militaire, mais un message géopolitique.
Elle démontre que l'ordre mondial n'est plus unilatéral, que des puissances non occidentales peuvent frapper fort, vite et efficacement. Et surtout, qu'elles peuvent provoquer un effet domino qui désarme les discours sécuritaires de l'Occident. L'opération Fatah I, dans sa brutalité, devient un catalyseur, un signal que l'ère de la domination sans partage touche à sa fin. Le monde multipolaire ne se construit plus dans les conférences internationales, mais sur les champs de bataille. Les cartes bougent et chacun doit désormais choisir, observer, agir ou être balayé. Le séisme géopolitique, réaction internationale. L'attaque de grande envergure contre Israël, marquée par le lancement coordonné de 700 missiles Fatah I, a eu un effet immédiat bien au-delà des frontières israéliennes. En quelques heures à peine, la planète a basculé dans une nouvelle ère d'incertitude stratégique. Cette frappe n'a pas seulement ébranlé Tel Aviv. Elle a provoqué un séisme diplomatique mondial, révélant les fissures dans l'architecture géopolitique actuelle. L'onde de choc est venue frapper l'ONU, les grandes puissances, le monde arabe, les opinions publiques et les institutions militaires de l'Occident. La réaction de l'Organisation des Nations Unies a été immédiate, mais confuse. Le Conseil de sécurité a été convoqué en urgence à New York. Le secrétaire général s'est dit gravement préoccupé par l'escalade militaire, tout en appelant à la retenue des deux parties. Mais aucun consensus n'a émergé. La Russie et la Chine ont bloqué une résolution unilatérale pro-israélienne, exigeant une condamnation également des décennies d'occupation et d'agression. Les États-Unis, furieux, dénoncent un double langage, mais ne parviennent pas à imposer leur ligne. L'ONU apparaît paralysée, incapable de parler d'une seule voix face à un événement qui redessine les équilibres stratégiques. À Washington, le ton est grave. Le président américain s'adresse à la nation depuis le bureau ovale. Il affirme le soutien indéfectible des États-Unis à Israël, mais appelle dans le même souffle à éviter une guerre régionale incontrôlable. Le Pentagone est sur le pied de guerre. Des porte-avions sont redéployés en Méditerranée orientale. Des bases américaines au Qatar et au Koweït sont placées en alerte maximale. Pourtant, au sein de l'administration, une gêne est palpable. Le système de défense israélien, conçu et financé en partie par les États-Unis, a été humilié en direct. Pour beaucoup, c'est une défaite de l'ingénierie occidentale face à la technologie de l'Est. La Russie, elle, adopte un ton presque triomphaliste. Si elle ne soutient pas ouvertement l'attaque, elle souligne le droit des peuples à résister à l'occupation. Sur les chaînes publiques russes, des analystes parlent d'un tournant historique, d'une victoire stratégique contre l'unilatéralisme américain. Le ministère russe des Affaires étrangères rappelle que Moscou a toujours mis en garde contre les provocations israéliennes en Syrie, au Liban et en Iran. Derrière la prudence diplomatique, le message est clair. L'humiliation d'Israël est une victoire indirecte pour le bloc eurasiatique. La Chine adopte une posture plus discrète mais non moins significative. Officiellement, Pékin appelle à la paix et au dialogue. Mais dans les médias d'État chinois, l'accent est mis sur l'échec d'un modèle sécuritaire imposé par l'Occident. Certains éditoriaux évoquent même une démonstration de la fin de l'ère du monopole technologique américain. Les observateurs savent que Pékin voit dans cette crise une opportunité. Israël affaibli, les États-Unis exposés, le Proche-Orient en réajustement, un terrain propice à l'influence silencieuse de la Chine. Du côté des pays arabes, les réactions varient entre silence, prudence et approbation discrète. L'Arabie saoudite, engagée dans un rapprochement diplomatique avec l'Iran depuis l'accord de Pékin, se garde de toute condamnation de l'attaque. Les médias saoudiens en parlent un peu,
Mais les réseaux sociaux regorgent de messages de soutien à la résistance. Le Qatar, fidèle à sa tradition de soutien aux factions palestiniennes, diffuse via Al Jazeera des images en boucle de missiles iraniens traversant le ciel israélien. À l'Égypte, les dirigeants appellent à la désescalade, tout en laissant entendre que cette attaque est une conséquence prévisible de l'inaction internationale sur la cause palestinienne. Mais c'est dans la rue arabe que l'explosion émotionnelle est la plus forte. À Téhéran, des milliers de personnes descendent dans les rues pour célébrer. Les drapeaux israéliens sont brûlés, les portraits de Qassem Soleimani brandis comme des icônes. À Damas, des feux d'artifice illuminent les cieux, tandis que les haut-parleurs des mosquées diffusent des chants de victoire. À Beyrouth, les quartiers sud sont en liesse. Les partisans du Hezbollah organisent des processions et certains réclament une poursuite des hostilités jusqu'à la libération totale de Jérusalem. Le monde entier assiste en temps réel à la défaite symbolique de l'armée la plus technologiquement avancée du Moyen-Orient. Sur les réseaux sociaux, les images deviennent virales. Missiles fendant le ciel en silence, explosions visibles depuis la mer Méditerranée, bases militaires israéliennes touchées, soldats hébétés errant dans les décombres. Une vidéo montre un jeune Israélien appelant sa mère depuis un abri en flammes. « Maman, ils ont passé le dôme, ils ont réussi. » Ces séquences, capturées par des drones amateurs et des téléphones portables, font le tour du monde. Elles deviennent les symboles d'un basculement, d'un mythe qui s'effondre. Dans les capitales occidentales, c'est le silence, parfois l'embarras. L'Europe, déjà fragilisée par ses divisions internes et son alignement atlantiste, peine à réagir. La défense « Made in USA », vantée depuis des décennies comme la plus avancée, vient d'être déjouée en quelques minutes par une alliance militaire alternative. Les stratèges de l'OTAN réévaluent en urgence leur doctrine. Si le dôme de fer a failli, que dire des systèmes européens? La peur d'une contagion stratégique hante les centres de commandement. Ce séisme géopolitique n'est pas qu'un épisode de guerre. C'est une rupture dans l'équilibre des forces, une remise en cause de l'hégémonie technologique, militaire et morale de l'Occident. L'attaque n'a pas seulement ouvert une brèche dans le ciel israélien, elle a fissuré la certitude de supériorité qui protégeait jusqu'alors les puissances dominantes. Le monde ne sera plus gouverné de la même façon après ce jour. Vers une guerre régionale ou une nouvelle ère. Au lendemain de l'attaque dévastatrice ayant vu 700 missiles Fatah 1 s'abattre sur Israël, une question obsède les chancelleries du monde entier. Assistons-nous aux premières heures d'une guerre régionale majeure ou à l'émergence d'un nouvel ordre stratégique au Moyen-Orient? Le silence apparent de Tel Aviv n'est pas un signe de faiblesse, mais le calme avant la tempête. L'État hébreu est à la croisée des chemins. Riposter massivement ou redéfinir ses lignes rouges dans un monde où la dissuasion ne lui appartient plus. Les options militaires israéliennes sont sur la table. La première, la plus redoutée, serait une riposte directe contre l'Iran. Une série de frappes aériennes ciblées sur des installations militaires, nucléaires ou stratégiques à Ispahan, Natanz ou près de Téhéran. Israël dispose encore de ses F-35 furtifs et de missiles de croisière capables d'atteindre le cœur du territoire iranien. Mais une telle offensive, même limitée, risquerait de déclencher un engrenage incontrôlable, car l'Iran ne serait pas seul à répondre. Une deuxième option plus discrète serait l'intensification des cyberattaques. Israël est l'un des leaders mondiaux en guerre électronique. Il a par le passé infiltré les systèmes iraniens avec des virus comme Stuxnet. Une riposte silencieuse, paralysant les infrastructures électriques, les réseaux militaires ou les communications de l'ennemi, pourrait faire mal sans déclencher de représailles immédiates. Mais face à un Iran préparé à ce type de guerre asymétrique, l'efficacité de cette stratégie reste incertaine.
La troisième voie consisterait à revenir aux méthodes d'assassinat ciblées. Des figures centrales comme le général Esmail Kahani, successeur de Soleimani, ou des ingénieurs du programme balistique iranien pourraient être visés. Ces opérations, menées par le Mossad, sont souvent invisibles, mais elles comportent un risque. Elles peuvent être provoquées des représailles ciblées sur le sol israélien ou sur des ambassades et intérêts occidentaux à l'étranger. Mais pendant qu'Israël hésite, l'Iran se redresse, galvanisé. Pour Téhéran, cette attaque est une victoire psychologique majeure. Le régime, longtemps isolé, apparaît désormais comme le chef d'un axe offensif capable de défier la première puissance militaire du Moyen-Orient. Les gardiens de la Révolution affichent leur triomphe. Les médias d'État célèbrent une revanche divine et le message adressé aux peuples chiites et sunnites est clair. L'unité face à Israël n'est plus un rêve idéologique, mais une stratégie concrète. Cet enthousiasme se diffuse rapidement parmi les milices alliées. Le Hezbollah au Liban multiplie les manœuvres à la frontière nord d'Israël. Les drones de reconnaissance survolent désormais le Golan presque quotidiennement. En Irak, les groupes pro-iraniens, comme les brigades du Hezbollah irakien, déjà expérimentés dans la guerre contre l'État islamique, se déclarent prêts à ouvrir un nouveau front si Israël ose frapper Téhéran. En Syrie, les bases militaires d'Assad se préparent à une éventuelle activation dans le conflit. Tous les signaux indiquent que l'axe de la résistance est entré dans une phase active, coordonnée et offensive. Les conséquences pour les pays voisins sont lourdes de menaces. Le Liban, en première ligne, pourrait être entraîné dans une guerre totale. Le sud du pays, fief du Hezbollah, serait immédiatement ciblé par des frappes israéliennes, provoquant un exode massif. La Syrie, déjà affaiblie, redeviendrait un champ de bataille entre l'Iran, Israël et la Russie. L'Irak, tiraillé entre l'influence américaine et les milices chiites, risque de voir sa fragile stabilité s'effondrer sous la pression de fronts multiples. Mais ce que redoute réellement l'Occident, c'est que cette crise ne marque pas seulement une escalade temporaire, mais l'ouverture d'un cycle historique irréversible. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, la résistance palestinienne a connu des phases de lutte dispersées, d'intifadas populaires, de conflits asymétriques. Aujourd'hui, l'axe de la résistance, Iran, Hezbollah, Syrie, factions palestiniennes et milices irakiennes, parle d'une seule voix, coordonne ses mouvements et frappe avec précision. Pour ces acteurs, le rêve de libérer Jérusalem ne relève plus du slogan. Il s'incarne dans une stratégie militaire concertée. Le paradigme a changé. Israël n'est plus le seul à dicter le rythme du conflit. La peur a changé de camp. L'immunité stratégique dont bénéficiait l'État hébreu a été entamée. Et face à un front qui ne recule plus, l'option militaire devient une impasse dangereuse. Le choix est désormais binaire. Soit entrer dans une guerre régionale de grande ampleur, soit accepter une ère nouvelle où l'équilibre des forces est renégocié, non plus à Genève ou à Washington, mais sur les terrains d'affrontement direct. Quoi qu'il advienne, rien ne sera plus comme avant. Le Proche-Orient entre dans une phase d'incertitude totale, mais aussi de recomposition historique. Pour certains, c'est que la peur du chaos. Pour d'autres, c'est l'annonce d'un espoir ancien, celui d'une libération tant attendue, désormais armée de missiles, de stratégie et d'unité. Face à l'ampleur des événements que nous venons de retracer, un constat s'impose. Le monde est en train de changer. L'équilibre des forces, autrefois figé, vacille sous nos yeux. Ce que beaucoup croyaient impossible est devenu réalité. Mais au-delà des armes, des missiles et des alliances, il est essentiel de rappeler une vérité immuable. Toute puissance vient d'Allah. Ni la technologie,
ni la stratégie humaine ne peuvent dépasser sa volonté. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas seulement une crise politique ou militaire. C'est un basculement historique, une page qui se tourne dans l'histoire de l'oppression et de la résistance. Et dans ce tumulte, chaque croyant est invité à garder le cœur ferme, la foi solide et l'espérance vivante. Nous appelons à la paix, à la justice et à la dignité des peuples. Nous appelons aussi au courage, car défendre la vérité exige de la patience, de la lucidité et de la détermination. Si ce contenu vous a éclairé, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la autour de vous. Faites entendre une autre voix, une voix libre et consciente. Et nous terminons avec cette invocation. Ô Allah, protège les opprimés, accorde la victoire aux croyants sincères. Ne laisse pas l'injustice triompher et renforce nos cœurs dans l'épreuve. Amen.